Pendant qu'ils ont tiré sur les motards et cet incident, les deux ont tombé. Les criminels sont venus, ils ont achevé, ils ont donné un coup, une croche de l'arme portée par l'un des criminels à la tête de la sœur. En signe pour l'achever ou pour le faire quoi, je ne sais pas. Parce qu'il était infortuné. Quelqu'un qui ne sait même pas, qui ne peut pas même vous attaquer. Ils étaient invulnérables. Donc notre sœur a été poursuivie par des criminels armés. Et ces criminels ont tiré sur les motards. En tirant sur les motards, notre sœur a trébuché avec le motard. Et ces criminels, à s'approcher, c'est là où on se demande, est-ce que cet incident, cet drame, c'est un crime commandité ou bien c'est un fait d'hasard? Ces assassins, ce que nous trouvons aussi drôle, s'ils avaient besoin de la moto, ou soit ils avaient besoin d'arracher certaines histoires auprès de leur butin, ils devaient nécessairement arracher le sac de la journaliste. Mais du moins, ils n'ont pas arraché le sac du journaliste, ils ont seulement arraché le sac du motard. Le véhicule qui était entre les mains du full boss, les full boss là, on ne sait pas, on va entrer en contact avec nos agents de la RCNC pour avoir plus de précisions sur le full boss. C'est qui c'est le full boss? Est-ce que c'est le DG? Est-ce que c'est le directeur? Ou c'est qui là? Le même véhicule qui devrait accompagner en sécurité notre sœur va maintenant aller récupérer la famille de la sœur Jemima pour les amener à l'hôpital pour qu'ils puissent être en contact avec leurs filles. Et pourtant c'est faux. Selon certains témoignages recueillis sur place, cet endroit, cette tronçon est très dangereuse. Il ne passe pas une nuit sans que des personnes, des paisibles citoyens soient agressés, soit par des koulouna ou soit par des criminels. Normalement, ils devaient se rentrer à la maison après les services. Les charroi n'étaient pas en panne parce que plusieurs ont écrit sur les réseaux sociaux, sur leur page, que les charroi, le bis était en panne. Non, les charroi n'étaient pas en panne. Les charroi étaient entre les mains du boss, full boss, on l'appelle full boss. Mais on n'a pas énuméré pour nous dire le full boss là c'est qui. Est-ce que c'est le DG de la RTNC? C'est qui là? Je ne sais pas. Mais je me limite à ce que je récite comme explication auprès de la personne qui était souvent avec notre soeur et qui était là jusqu'au dernier souffle quand notre soeur rendait l'âme. Mais même s'il faut signer, est-ce qu'il n'existe pas de l'urgence à la RTNC pour faire sortir de l'argent? Si Nicolas Kazadi, notre ministre des Finances, a fait des urgences pour faire sortir de l'argent au trésor public, là où c'est très compliqué, mais pourquoi pas à la RTNC, vous devez quand même débourser de l'argent en cas d'urgence pour sauver la vie de notre soeur. Selon cette dernière, si leur sœur a succombé de cette blessure, c'est parce qu'il y a eu lenteur pour sortir de l'argent de la RTNC pour le traitement de leur sœur. Parce que ça demandait un peu beaucoup d'argent, c'était entre 1000 et 1500 $. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des assassinats, c'est toujours dans cette ethnie, c'est pourquoi nous avions vraiment porté notre voix très haut pour condamner cet acte. Mais du moins, je peux rectifier, je ne condamne pas tous les Camerounais. Il ne peut jamais agir seul, parce que quittant le Cameroun il y a longtemps, revenir, c'est nécessairement, il y a un groupe de gens qui lui ont aidé qu'il puisse commettre ces bavures. Pour le reste de son corps, parce que le corps a été découvert, calciné, il y a quand même quelques morceaux qui est resté. Alors le reste du corps sera bel et bien rapatrié vers la Belgique. Cet homme est arrivé assassiné à brûler vif. La maman de cette fille, nous pensons que ce n'est que par intérêt qu'il veut garder la fille. Mais du moins, cette fille soit remise entre la main de la famille. TV, ma tête toujours yaya idingwe. Aïe, les mamans tête ma voisine t'es. Bon s'abonner na ma voisine massivement. Allez, ok, Dobika place pour commis, abonnez-vous. Dobika. Bien, merci chers téléspectateurs, merci chers abonnés, merci à toutes les communautés, merci à tout le monde qui nous tient compagnie en suivant et en commentant nos éléments. En tout cas, nous vous sommes très reconnaissants. Nous sommes encore ici
aujourd'hui pour essayer un peu de partager, de parler, surtout de corriger un peu certains malentendus qui a été observé par rapport à notre dernière émission que nous avions réalisée par rapport à l'assassinat de notre sœur Pamela Oku, qui a été assassiné par un Camerounais. Ce Camerounais appartient bel et bien à une ethnie qui est très dangereuse au Cameroun, à qui nous avions quand même dénoncé parce que très souvent, par rapport aux assassinats au sein des crimes que nous assistons, par-ci par-là, concernant des Camerounais, la plupart, je dis bien la plupart, est bel et bien commis par cette ethnie de Bamileke par rapport à ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville. Une jeune fille brazzavilloise a été tuée au Congo-Brazzaville par un Camerounais qui était Bamileke, et notre sœur assassinée, brûlée vif, elle était enceinte de 3 mois. Donc son copain, le propriétaire de la grossesse, a quand même réussi, malgré tout ce que cette jeune femme, cette victime avait fait pour lui, il a quand même commis cet acte de brûler vif notre sœur, qui était sa copine, avec son propre enfant dans le ventre. C'était quand même très grave et très horrible de voir et de constater tout ça. Et toujours quand nous avions pu essayer de vérifier ce Camerounais, qui s'appelle bel et bien Wilfried Bandefe Tagetang, c'est un Bamileke. C'est pourquoi on a fait une émission pour dénoncer pourquoi à chaque fois qu'il y a des assassinats, c'est toujours dans cette ethnie. C'est pourquoi nous avions vraiment porté notre voix très haut pour condamner cet acte. Mais du moins, je peux rectifier, je ne condamne pas tous les Camerounais. Tous les Camerounais ne sont pas des bourreaux, tous les Camerounais ne sont pas des assassins. Et tous les Bamileke, pourquoi pas aussi d'autres ethnies, ce ne sont pas tous qui sont des assassins, mais du moins, par rapport à certaines scènes de crimes et certaines scènes horribles qui se réalisent un peu par-ci par-là concernant les Camerounais, il n'y a que les Bamileke qui sont cités. Mais cela ne nous amène pas à dire que tous les Bamileke sont mauvais, sont méchants. Il y a des Bamileke qui sont aussi courtois, très gentils. Comme je peux citer notre confrère de la RFI, comment il s'appelle encore? Si son nom revient, il a été d'ailleurs démis de ses fonctions à la RFI, il avait démissionné. Si son nom arrive, je vais prononcer son nom. Donc, ce n'est pas tous les Bamileke qui sont mauvais, qui sont assassins, qui sont meurtriers. Mais du moins, nous disons que la plupart des cas qui arrivent un peu par-ci par-là sont bel et bien réalisés ou soit... c'est l'œuvre de Bamileke, c'est horrible ce qui se passe. Nous ne pouvons que porter cette voix un peu plus haut pour condamner cet acte. Et nous avons interpellé la famille, parce que la famille devait nécessairement accueillir leur gendre, leur belle-fille. Alors, votre belle-fille était arrivée au Cameroun, bien entendu, mais comment est-ce que vous aviez votre fils qui était venu vous annoncer qu'il y aura bel et bien son copain, sa copine qui devrait être là et à qui vous deviez accueillir, et votre fils est reparti vers la Belgique sans pourtant vous montrer sa copine. Du moins, ça aurait quand même suscité quelques inquiétudes par rapport à la famille, à la belle famille, mais cette famille n'a rien réagi. C'est pourquoi nous avions aussi dit que cette famille soit aussi poursuivie, qu'il soit attendu, bien entendu, là au Cameroun, qu'il soit interpellé et qu'il soit entendu devant les juridictions ou devant les officiers de la police judiciaire, qui sont attendus par ces dernières pour élucider et voir comment est-ce que cette histoire peut aboutir. Une histoire d'amour que l'homme a invité sa copine vers chez eux au Cameroun, à Douala, et après nous attendons que cette jeune fille a été brûlée vif avec son enfant, avec une grossesse de 3 mois, et le bourreau soit attendu, entre guillemets, c'est une supposition jusque-là, parce qu'il n'est pas encore jugé puis condamné. Il est, pour le moment, nous le considérons comme un présumé assassin. C'est lui le principal suspect. Pourquoi? Parce que il est la dernière personne à qui notre sœur Pamela Oku
a rencontré. C'est lui qui est allé l'accueillir vers l'aéroport au Douala. Le témoignage de la copine, de l'amie de notre sœur Pamela Okoul en témoigne par rapport au téléphone. Et quand elle est arrivée à l'aéroport, il a appelé le mari, il a appelé son copain. Il a même été au téléphone avec le membre de la famille de son copain, donc sa belle famille. Donc, de ce côté-là, nous voyons déjà que il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup des inquiétudes par rapport à la personne qui l'avait invité. Vous invitez une personne chez vous, une étrangère, elle ne connaissait pas le Cameroun, et vous vous repartez sans vous inquiéter, sans même signaler le membre de sa famille à Kinshasa et puis son meilleur ami en Belgique à qui vous vivez ensemble. C'est déjà des signes qui montrent que l'homme à qui nous attribuons cet assassinat de notre sœur Pamela, c'est bel et bien Wilfried Mbandefé Taguetang qui est un Bamileke. Mais nous ne condamnons pas, nous ne disons pas que tous les Bamileke sont des méchants, tous les Bamileke ne sont pas des assassins, mais du moins la plupart des cas des horribles, des scènes horribles qui se réalisent. Et même j'ai été au téléphone, il y a beaucoup de Camerounais qui m'ont appelé confirmant en disant que oui, les Bamileke, les Bamileke sont un peu trop vite, ils sont un peu trop brutaux, ils commettent des histoires un peu abominables là au Cameroun. Ce sont des témoignages de vos propres frères camerounais qui m'ont appelé pour me dire, voilà, cette ethnie nous dérange vraiment ici au Cameroun, et presque les scènes horribles qui se réalisent ici au Cameroun est l'œuvre des Bamileke. Donc c'est pourquoi j'ai simplement transmis le rapport qui m'a été donné. Si vous avez des avis contraires, mon numéro est là. Appelez-moi, écrivez-moi, dites-moi ce que vous pensez, contredisez ceux qui disent ça avec des preuves, avec des arguments fondés. Des arguments. Je ne suis pas aîné, je ne suis pas contre les Bamileke. D'ailleurs, moi, je ne connaissais même pas qu'il y a une ethnie Bamileke. J'ai connu cette ethnie Bamileke juste après l'assassinat, le meurtre de notre sœur Pamela Okoul. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé pour m'introduire dans ce dossier pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là où je me suis retrouvé dans cette histoire des Bamileke. On m'a parlé des Bamileke, on m'a parlé des scènes horribles qui passent là-bas au Cameroun. Il y a tant de choses, et même l'histoire qui s'est passée au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, j'étais au courant de ça avant même que cet assassinat de notre sœur Pamela arrive. C'est vers les années, c'est en 2023. C'est en 2023 que ça s'est déroulé ici au Congo-Brazzaville. Et qui est l'auteur de cet assassinat, de ces scènes horribles? C'est toujours un Bamileke. C'est pourquoi nous disons, nous devions quand même donner des bons conseils, élever nos enfants dignement avec une sorte de passion, de pouvoir aimer son prochain plus que soi-même. C'est ce que la Bible nous recommande. Au lieu de commettre de tels bavires, au lieu de commettre ces tels actes qui dérange, qui jette de l'opprobre à toute une ethnie. Pourtant, cette ethnie peut-être regorge beaucoup de capacités et de potentialités. Peut-être que nous ne pouvons pas le démontrer ici, mais peut-être vous qui nous suivez, vous le savez, vous pouvez nous le dire. Mais du moins, nous condamnons l'acte, mais nous rectifions. En tout cas, je n'ai pas dit que tous les Bamileke sont des assassins. Mais nous savions simplement énumérer certains cas. La plupart, ce sont des Bamileke qui l'ont commis. Alors, veuillez un peu nous comprendre à ce niveau-là. C'est un peu la précision que j'allais donner par rapport à ce que j'avais dit concernant les Bamileke. Alors, concernant la suite du dossier. La suite du dossier, oui, l'ADN a été fait. On a bien confirmé que c'est Pamela Okoul qui a été assassinée, le corps qui a été retrouvé, calciné non loin de la résidence familiale de Wilfried Mbandefé Taguetang, c'est bel et bien Pamela Okoul. Et après, les enquêtes ont déjà commencé vers la Belgique, mais ça tarde un peu au Cameroun. Nous vous dirons c'est que la justice belge et la justice camerounaise doivent se mettre ensemble pour voir comment mener les enquêtes, et là-bas en Belgique et là-bas au Cameroun. Parce que cet assassinat, je ne pense pas que Wilfried aurait agi seul. Il aurait peut-être des complices qui l'ont aidé à accomplir ce qu'il avait fait. Parce que
Wilfried avait quitté le Cameroun plutôt, le Douala, il y a longtemps. Alors, pour revenir au Cameroun et commettre ses forfaits, c'est bien entendu, il pourrait être assisté par certaines personnes que nous ne serons pas en mesure de vous le dire. Mais du moins, les enquêteurs pourront enquêter et savoir, parce qu'il s'agit d'un double meurtre. S'il sera condamné, il sera condamné par rapport au double meurtre. L'enfant qui était dans le ventre et sa copine à qui il a donné la mort. Donc, c'est par là que nous disons la justice camerounaise et la justice belge doivent se mettre ensemble pour voir comment est-ce qu'ils peuvent mener des enquêtes ensemble. Pourquoi? Parce que Wilfried en Belgique est assigné à résidence surveillée. On lui a laissé que son téléphone. Mais dis-moi, la justice belge, qu'est-ce que la justice belge fait? La justice belge est en train de revoir tous les appels que Wilfried a fait pendant presque une année. Que les enquêteurs doivent entrer en profondeur pour enquêter, pour voir qui était au téléphone, qui Wilfried avait téléphoné là-bas au Cameroun. Il s'est communiqué aussi avec qui en Belgique, parce que nous savons que avant de se rendre au Cameroun, il avait déjà une femme à la maison. Cette femme vient d'accoucher, elle a un bébé. Donc tout ça, les enquêteurs belges là-bas en Belgique, même la femme qui est à la maison de notre frère, de cet assassin Wilfried Bandefé, doit aussi être interrogée, parce que peut-être il pourra aussi être une actrice intellectuelle à qui il avait donné quelques orientations à Wilfried pour se débarrasser de notre sœur Pamela, parce que vous savez la cause. D'ailleurs, je l'ai énuméré la fois dernière, que Wilfried voulait à tout prix récupérer la fille, l'enfant qui était entre les mains de Pamela. Wilfried et Pamela, les deux ensemble, ils ont eu une fille, et c'est à cause de cette fille que Wilfried voulait à tout prix récupérer pour qu'il puisse bénéficier des allocations familiales que l'État belge alloue à cette dernière. Donc voilà un peu les déclencheurs, ce qui a poussé à ce que Wilfried puisse assassiner notre sœur. Alors les enquêtes se poursuivent. Pour la Belgique, il y a son téléphone qui est mis à l'écoute. Son téléphone, ses appels, ses SMS, ses voices sont scrupuleusement contrôlés et scrupuleusement... ils sont en train de bien vérifier tout ça pour en savoir un peu plus à qui il était au téléphone avant même de quitter la Belgique pour aller au Cameroun, à qui il avait téléphoné, à part sa famille bien sûr, et sa famille et ses amis et son entourage. Donc ces enquêtes vont enfin nous donner de plus amples détails sur le mobile et sur comment est-ce que Wilfried a arrivé à assassiner et à brûler sa copine, parce qu'il ne peut jamais agir seul, parce que quittant le Cameroun il y a longtemps, revenir, c'est nécessairement, il y a un groupe de gens qui lui ont aidé qu'il puisse commettre ces bavures. Donc pendant qu'il s'est déplacé pour aller au Cameroun, pendant cette période-là, son numéro qu'il utilisait, son numéro de Belgique d'ailleurs, son numéro de téléphone belge ne passait pas. Le téléphone, le numéro du Cameroun qu'il avait utilisé pendant ce séjour au Cameroun, c'est à ce moment-là que nous allons maintenant demander à la justice camerounaise d'entrer en contact avec la Belgique, ensemble qu'ils puissent collaborer et pour que nous puissions avoir un peu la lumière sur ce qui s'est réellement passé, parce que en dehors de sa famille restreinte, à qui cette famille savait que leur belle-fille devait venir leur rendre visite, il y a ses amis, son entourage, à qui peut-être ils ont partagé des SMS, pourquoi pas des voices, des appels. Donc à ce niveau-là, la justice belge peut-être pourra demander à la justice camerounaise de pouvoir mener ces enquêtes pour leur transmettre les rapports. Donc voilà un peu la suite de ces dossiers de notre sœur Pamela Oku, qui a été assassinée, brûlée vif, là, à Douala, au Cameroun. Maintenant, pour le reste de son corps, parce que le corps a été découvert, calciné, il y a quand même quelques morceaux qui est resté. Alors, le reste du corps sera bel et bien rapatrié vers la Belgique. Parce que vous savez que notre sœur était déjà en Belgique, il pourrait peut-être aussi changer de nationalité pour être belge, ou il pourrait aussi avoir une statue
un statut belge. C'est pourquoi la raison que ces corps, les restes du corps ne sera pas acheminé ici vers Kinshasa, mais sera plutôt acheminé vers la Belgique. C'est partir de là où peut-être l'inhumation aura lieu dans un cimetière de Belgique. Mais du moins, nous attendons, parce que nous sommes aussi en communication avec la famille, si la famille pourra entrer en contact avec l'État belge, pour que l'État belge puisse leur rapatrier, puisse leur donner les restes du corps, cela dépendra de la famille. Mais du moins pour le moment, c'est que je peux vous dire, le reste du corps de notre sœur Pamela sera rapatrié du Cameroun vers la Belgique. Et c'est de là où il y aura les obsèques et l'inhumation. Notre sœur sera enterrée en Belgique. Mais du moins, cela dépendra de la famille s'ils vont demander à l'État belge de leur donner le reste du corps, ou soit qu'il soit nécessairement enterré là en Belgique. Mais à ce qui concerne la fille à qui Wilfried a fait en sorte qu'il puisse éliminer sa femme, son copain, la famille demande la paternité de cette fille-là, parce qu'ils se disent que c'est leur fille, leur petite fille n'est pas entre les bonnes mains. La famille de notre sœur Pamela crie jour et nuit pour que cette fille-là puisse être entre les mains du frère et de sœur de Pamela Oku, parce qu'ils sont aussi là-bas en Belgique, parce que Pamela Oku a une grande famille en Belgique, et cette grande famille avait manifesté. D'ailleurs, je vous avais montré les images récemment. Nous pensons que après, si l'État belge va trouver nécessaire que cette fille soit entre les mains de la famille de Madame Pamela, cela dépendra de la suite du dossier. Et nous, d'ailleurs, nous souhaitons que cette fille soit arrachée entre les mains de cet assassin Wilfried Bandefé, qui soit remis entre la main du frère et sœur de Pamela Oku, parce que cet enfant n'est pas entre les bonnes mains. Si cet homme est arrivé à assassiner, à brûler vif la maman de cette fille, nous pensons que ce n'est que par intérêt qu'il veut garder la fille. Mais du moins, cette fille soit remise entre la main de la famille. Les dossiers, la suite du dossier de notre sœur Pamela Oku, celui qui a été assassiné au Cameroun. Nous allons vraiment continuer toujours à vous faire parvenir toutes les informations. Cela dépendra de l'évolution du dossier de notre sœur Pamela Oku. Mais il y a aussi d'autres personnes qui avaient voulu qu'ils puissent savoir les origines de Madame Pamela Oku. Madame Pamela Oku est née principalement dans le Grand Bandundu. Elle est mongole. Elle est mongole dans le territoire d'Idiofa, cité de Mangaï. Dans la cité de Mangaï, il est né de ce côté-là avant de venir à Kinshasa et puis d'immigrer vers la Belgique. C'est là où notre sœur est née, dans le Grand Bandundu. Elle est mongole, territoire Idiofa, dans la cité de Mangaï. Avant d'arriver dans le territoire d'Ilebo, nous savons que le territoire d'Ilebo, c'est dans le Kasaï, et nous savons que Bandundu partage plusieurs kilomètres entre ces deux provinces. C'est là où notre sœur est née. Alors, à part ce dossier de Pamela Oku, qui déjà est décédée, nous attendons la suite du procès et les enquêtes. Et nous avons déjà donné, le reste de son corps sera rapatrié en Belgique et puis l'inhumation aura là-bas. Il y a encore un drame, il y a encore une histoire qui nous a aussi choqués pendant presque 2 semaines. Il y a notre sœur qui s'appelle Jemima Moguo. Jemima Moguo, c'est une journaliste professionnelle. Elle travaille à la RTNC 1. La RTNC, c'est notre chaîne nationale. D'ailleurs, toute la communauté congolaise savent, quand on parle de la RTNC, nous voyons directement notre chaîne nationale. Notre sœur travaille à la RTNC. Et notre sœur présente souvent des journaux télévisés, la grande édition d'ailleurs, des journaux télévisés de 22h et 23h. Alors, cette dernière avait son programme d'aller présenter les journaux comme prévu. C'était un certain mercredi. C'était mercredi qu'elle devait présenter ce journal vers 22h30, 23h.
Il est arrivé à la RTNC, bien sûr vous deviez arriver à temps, il est arrivé à temps, il a fait ses papiers, elle a fait ses... elle a fait des blocs-notes par rapport à... On sait déjà comment ça se passe le journal, parce que ce n'est pas notre sujet du jour pour venir vous expliquer comment le journal se passe. Elle avait fait ses mises à bouche, tout. Elle a fini aussi son journal. D'ailleurs, je suis en train de vous illustrer les dernières images que cette dernière avait fait avant de connaître cette embuscade qui lui a coûté la vie. Parce que cette sœur, Jemima Moguo, n'est plus, elle est décédée depuis le dimanche. Quand elle a fini de faire son journal, normalement, la RTNC est très bien organisée, c'est notre chaîne nationale. Là, du moins, de ces côtés-là, personne ne peut me contredire. Il y a un charroi, un bus qui ramène souvent les travailleurs. Il y a plusieurs vacations, quand une vacation finit, quand les autres viennent pour travailler, les autres qui avaient travaillé pendant la matinée, ils peuvent quitter, des après-midi vont entrer et le bus va ramener ceux qui vont aller à la maison. Et normalement, vers 23h là, normalement, notre sœur devrait aussi être ramenée par le charroi, par le bus, qui les accompagne très souvent après le service. Mais dis-moi, ce jour-là, les bus, selon ce qui... Bon, je vais un peu condamner tous ceux qui ont propagé des mensonges dans les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous n'avez pas des arguments, quand vous n'avez pas des informations, laissez de désinformer la population. Descendez sur le terrain pour recueillir de bonnes informations au lieu de propager des fake news. Alors, notre sœur, normalement, il devait se rentrer à la maison après le service. Les charrois n'étaient pas en panne parce que plusieurs ont écrit sur les réseaux sociaux, sur leur page, que les charrois, le bus était en panne. Non, les charrois n'étaient pas en panne. Les charrois étaient entre les mains du boss. Full boss, on l'appelle full boss. Mais on n'a pas énuméré pour nous dire le full boss là c'est qui. Est-ce que c'est le DG de la RTNC? C'est qui là? Je ne sais pas. Mais je me limite à ce que je récite comme explication auprès de la personne qui était souvent avec notre sœur et qui était là jusqu'au dernier souffle quand notre sœur rendait l'âme. Elle était là parce que c'est son meilleur ami à qui ils étaient ensemble. Alors, le bus était entre les mains de full boss. Comment le bus devait être entre les mains du full boss dans ces heures-là, en sous-entend vers 23h, le bus devait être là pour attendre à ce que tous les travailleurs qui vont rentrer à la maison, qu'ils soient normalement acheminés vers leur maison. Mais malheureusement, ce jour-là, le bus n'était pas là. Le bus était entre les mains du full boss. Voilà un peu ce qui démontre la désorganisation au sein de notre chaîne et télévision, la RTNC. Il y a une désordre total. Pourquoi? Parce que dans ces heures-là, le bus devrait être là, attendre jusqu'à ce que cette équipe va terminer et qu'il soit acheminé en sécurité vers chez soi. Si le bus était là, notre sœur aujourd'hui ne devrait pas rendre l'âme. Si le bus était là, aujourd'hui notre sœur ne devrait pas être agressée par ces inciviques qui l'ont agressée. Donc, nous condamnons déjà cet acte-là. Alors, la sœur, voyant que le bus n'était pas là, il devrait quand même se rendre à la maison. Il va prendre une moto. Je vous épargne d'autres détails. Elle va prendre une moto. Et nous savons tous que la RTNC et le camp Kokolo, c'est à quelque part. C'est à quelques... à 20 à 50 mètres ou 100 mètres, je peux dire. 100 à 200 mètres. Donc c'est juste à côté de la RTNC, le Kankokolo. Alors le motard va prendre cette direction de Kankokolo pour aller déposer notre sœur parce que la sœur habite vers Bandal du côté de Joël Étain. Nécessairement, il devait passer par là pour se rendre à la maison. Alors, dans ce pareil air, la route est presque vide. La circulation routière n'est pas fluide comme d'habitude dans le pareil air. C'est vraiment calme, le boulevard était presque vide. Alors le motard, chemin faisant, il a
il a suspecté une filature. Il a suspecté une filature, que des personnes étaient en train de les poursuivre. Alors, sûrement que c'est criminel parce que ce ne sont pas des Koulouna, parce qu'il y a beaucoup de versions qui mettent en mal cette information qui a mis fin à notre sœur, notre consoeur Jemima Mogwo, qui était une journaliste. Elle a servi cette nation. Elle ne pouvait pas partir dans ce genre de conditions. C'est là où nous allons aussi interpeller le ministre de l'Intérieur, pourquoi pas le ministre de la Défense, pour un peu revoir comment est-ce que là où on ne peut pas, dans ce pareil air, il y ait de l'insécurité devant le camp Kokolo. D'ailleurs, ces tronçons-là, moi je trouve ça une tronçon sécurisé, parce que moi d'habitude je me dis ça, hein, je ne le dis pas en connaissance de cause, mais je me dis ces tronçons, parce que moi aussi je fais des fois, je rentre tard la nuit, quand j'arrive vers ces tronçons dans des heures tardives, je suis devant le camp Kokolo, je ne peux pas me plaindre de ma sécurité, et pourtant c'est faux, selon certains témoignages recueillis sur place. Cet endroit, cette tronçon est très dangereuse. Il ne passe pas une nuit sans que des personnes, des paisibles citoyens soient agressés, soit par des Koulouna ou soit par des criminels. Donc notre sœur a été poursuivie par des criminels armés. Et ces criminels ont tiré sur les motards. En tirant sur les motards, notre sœur a trébuché avec le motard. Et ces criminels, à s'approcher, c'est là où on se demande, est-ce que cet incident, cet drame, c'est un crime commandité ou bien c'est un fait d'hasard? Parce qu'un criminel, parce que notre sœur, là, j'ai oublié une parenthèse, notre sœur, pendant qu'il a fait, parce qu'avant d'entrer à la RTNC pour présenter le journal, que tu sois journaliste là ou pas, vous deviez être muni de votre badge, votre carte qui a une forme d'une badge. Il avait son badge de la RTNC comme journaliste sur le coup. Ces assassins pourront peut-être reconnaître ou cibler cette jeune dame par rapport à sa carte. Parce que quand ils ont abattu, ils ont tiré sur le motard dans le pied. Le motard est aussi gravement malade à l'hôpital. Mais c'est notre soeur qui n'a pas, malgré les soins administrés, il n'a pas tenu, elle a succombé. Pendant qu'ils ont tiré sur le motard et cet incident, les deux ont tombé. Les criminels sont venus, ils ont achevé, ils ont donné un coup, une croche de l'arme portée par l'un des criminels à la tête de la sœur. En signe pour l'achever ou pour le faire quoi, je ne sais pas. Parce qu'il était infortuné. Quelqu'un qui ne sait même pas, qui ne peut pas même vous attaquer. Ils étaient invulnérables. La journaliste, notre sœur Jemima, ne pouvait même pas constituer un danger pour ces criminels. Mais on ne comprend pas par quelle cruauté ces criminels, ils ont déjà tiré sur les montards et les dés ont tombé. Notre sœur avait des plaies un peu partout. Je vais vous montrer les images. Peut-être ces images seront un peu très sensibles. Nous allons essayer de flouer tout ça. Il avait des plaies un peu partout. Mais ces assassins ont réussi à lui administrer encore un coup, un croche de l'arme vers sa tête. Ça a même failli détruire son œil droit ou gauche. L'infortuné, notre sœur journaliste, tombé là, avec ces coups-là, elle avait perdu connaissance. Ces assassins, ce que nous trouvons aussi drôle, s'ils avaient besoin de la moto, ou soit ils avaient besoin d'arracher certaines histoires auprès de leur butin, ils devaient nécessairement arracher le sac de la journaliste. Mais du moins, ils n'ont pas arraché le sac du journaliste, ils ont seulement arraché le sac du motard. Et ils sont partis, laissant leurs victimes là, gisant sur le sol, avec du sang un peu partout. C'est aux environs là, c'est à côté il y a une salle
là où le deuil se tient aussi, Ave Maria, c'est non loin de là. Non loin de là, il y a une salle là, Ave Maria. Vers loin là-bas, c'est l'entrée de l'hôpital cinquantenaire. Il y a des policiers qui sont mis en garde dans ces deux sites que je viens de citer. À côté, il y a le camp Kokolo, il y a des militaires juste à l'entrée, en diagonale avec l'entrée du cinquantenaire. Il y a un véhicule avec une arme. Je ne sais pas si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Juste devant le camp Kokolo là, il y a des militaires qui sont là-bas un peu. Vous allez voir un peu des militaires là-bas. Pendant que ces histoires se faisaient, tous ces hommes en uniforme de policiers et militaires n'ont pas venu intervenir. Ce n'est que vers le départ de ces criminels, c'est à ce moment que ces policiers, les militaires qui sont à côté, vont venir voir les victimes. Malheureusement, notre sœur avait reçu un coup terrible à la tête et en tombant, il avait des blessures dans son bras droit. Et les motards, n'en parlons même pas. Il y a une voiture qui passait, un homme de bonne volonté, une femme de bonne volonté est venue. Il a pris les deux victimes. On les a acheminés vers Kankokolo. Vers Kankokolo, là-bas, arrivé là-bas, encore une histoire. C'est comme si ce pays est vraiment à revoir. Arrivé au Kankokolo, les médecins, les docteurs étaient en grève. Il n'y avait personne pour s'occuper des... Il y a une équipe d'urgence peut-être qui était là, qui se sont occupés d'eux pendant la remise, pendaient, nettoyer la plaie, leur administrer quelques injections pour essayer un peu de calmer les douleurs et tout ça, pour voir l'évolution. Et c'est à ce moment-là que la RTNT sera alertée, la famille de Jemima Mogo sera alertée. Et cette même soirée, le véhicule qui était entre les mains du full boss, les full boss là, on ne sait pas, on va entrer en contact avec nos agents de la RCNC pour avoir plus de précisions sur le full boss. C'est qui c'est le full boss? Est-ce que c'est le DG? Est-ce que c'est le directeur? Ou c'est qui là? Le même véhicule qui devrait accompagner en sécurité notre sœur va maintenant aller récupérer la famille de la sœur Jemima pour les amener à l'hôpital pour qu'ils puissent être en contact avec leurs filles sur l'incident ou le drame qui les avait arrivé. Arrivé là-bas, la famille. Au pays, ça est comme à quel on est côté à l'image, franchement. La famille va retrouver enfin leur enfant dans un état critique. Ils ont essayé de sauver le meuble. Et après la famille a trouvé bon de faire évacuer leur sœur parce que là-bas, à Kankokolo, il y avait une grève. Nécessairement, ce sera difficile pour que leur sœur soit bien traitée. Il sera maintenant transmis vers l'hôpital cinquantenaire. C'est là où il va rendre l'âme. Après quelques jours d'ailleurs. Arrivé là, au cinquantenaire, il y avait une urgence, il a fallu de l'argent, il a fallu des moyens pour que notre sœur soit transférée d'abord vers un laboratoire pour voir les clichés, comment se trouvait l'état de sa tête, là où il avait reçu le coup. Et ça a un peu traîné. Et selon le membre de la famille, selon son ami à qui j'ai parlé, c'est cet incident-là qui a fait en sorte que notre soeur ne puisse pas résister, qu'il puisse partir. Pourquoi? Il y avait un peu de la lenteur par rapport à l'argent que la RCNC devrait donner pour la suite du traitement de notre soeur. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui a reçu, on peut dire ça, un accident de service. Il était des services. Vous devrez aller lui laisser à la maison en sécurité, c'est que vous avez failli d'abord. Et cette dernière arrive à l'hôpital, ça nécessite de l'argent. Mais même s'il faut signer, est-ce qu'il n'existe pas de l'urgence à la RTNC pour faire sortir de l'argent? Si Nicolas Kazadi, notre ministre des Finances, a fait des urgences pour faire sortir de l'argent
au trésor public, là où c'est très compliqué. Mais pourquoi pas à la RTNC, vous devez quand même débourser de l'argent en cas d'urgence pour sauver la vie de notre sœur. Selon cette dernière, si leur sœur a succombé de cette blessure, c'est parce qu'il y a eu lenteur pour sortir de l'argent de la RTNC pour le traitement de leur sœur. Parce que ça demandait un peu beaucoup d'argent, c'était entre 1000 et 1500 $. C'est pourquoi vous avez vu, avant que notre sœur ne meure, il y a eu certains journalistes, je peux faire des captures, qui ont alerté à une SOS pour assister à notre sœur qui était à l'hôpital, qui éprouvait d'énormes difficultés par rapport à l'argent. Et la RTNC traînait les pas. Est-ce qu'il n'existait pas un moyen de faire d'abord sortir de l'argent et faire le rapport après? Il n'y a pas une urgence que vous pouvez faire sortir l'argent urgemment. Parce que cela dépendait de la vie d'une personne qui a été meurtri ou soit qui a été attaqué, qui a subi un accident par rapport au service qu'il a rendu à la nation tout entière et particulièrement à la RTNC. Vous devriez quand même avoir un esprit de spontanéité pour faire sortir de l'argent pour sauver la vie de notre soeur. Hein? Pour sauver la vie de notre soeur. En tout cas, ça m'a fait mal quand j'ai attendu que c'est grâce à la RTNC que grâce aux manœuvres de la RTNC de sortir l'argent, c'est ça qui a conduit le décès ou la mort de notre sœur Pamela et de notre sœur Jemima Moguo. Que son âme repose en paix. D'ailleurs, je compatis avec la famille. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Il existe toujours des manières de sortir. Moi, je me demande si c'était le full boss là qui avait le véhicule de service, s'il faisait quoi avec ça, on ne sait pas. Si c'était lui, ou sa femme, ou sa fille, ou son fils qui était malade, est-ce que pour sortir de l'argent, ça allait traîner? Ça n'allait pas traîner. Mais comme c'était un journaliste, un agent, cela a pris du temps. Mais si c'était un chef, ça n'allait pas prendre du temps. Mais voilà maintenant. Notre sœur nous a quittés à cause de votre lenteur. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Nous condamnons cet acte. Nous condamnons cet acte. Nous ne pouvons pas nous en réjouir. Grâce à votre lenteur, la RTNC, notre sœur est partie. Grâce à votre désordre, votre manque de professionnalisme dans la sécurité, notre sœur est partie. Le véhicule de service, dans ces heures-là, pendant qu'il devait rendre service aux agents qui étaient là, qui devaient rentrer dans leur maison. Ce véhicule ne pouvait pas être ailleurs qu'attendre jusqu'à ce que tous ces agents vont terminer, seront ramenés en sécurité, chacun chez lui. Et voilà maintenant, à cause d'un full boss, son nom nous échappe, nous allons le citer prochainement dans nos prochaines émissions. Nous allons citer son nom, c'est full boss. C'est grâce à vous que notre sœur est partie. C'est grâce aux lenteurs de la RTNC que notre sœur est partie. Si c'était un chef, le directeur ou le DG de la RTNC, je ne pense pas la manière dont vous avez fait des manœuvres pour donner l'argent, vous auriez agi de la même manière. Non, c'est pas bien. C'est pourquoi aussi nous interpellons vraiment nos dirigeants. Il faut agir avec professionnalisme. Ce qui est arrivé à notre sœur Jemima, que cela puisse vous servir de leçon prochainement, que vous ne puissiez pas faire ce que vous avez. Mais nous condamnons. Et nous demandons aussi que les enquêtes soient vraiment diligentées. Parce que notre sœur, en voyant le module, la façon dont il a été attaqué, ça démontre fort probablement que ça pourrait être un crime. Hein? Ça pourrait être cette crime a été commandité par quelqu'un. Est-ce qu'il a un problème avec des gens? Est-ce qu'il y a? C'est un journaliste, peut-être il a des antécédents avec plusieurs personnes. Alors nous demandons que des enquêtes soient menées.
Et aussi, nous allons aussi interpeller les autorités ou les autorités militaires du camp Kokolo. Mais comment est-ce que votre tronçon là doit devenir un cimetière, doit devenir une mouroir? Les tronçons entre Molar, 24 Kassavubu, et jusque vers les sauts de moto là, à l'entrée de la route qui mène vers la RTNC. Comment ce tronçon peut se transformer à une mouroir? À un mouroir ou une mouroir. Vous allez compléter seulement l'article. Comment ce tronçon-là peut se transformer à une mouroir ou à un mouroir? Comment? Normalement, dans des pays bien organisés, ces tronçons-là devraient être une tronçon le mieux sécurisé pour les paisibles citoyens qui passent là-bas des jours comme des nuits. Ça ne pouvait pas être un endroit de l'insécurité parce que selon des témoignages recueillis sur place, c'est vraiment un endroit, une tronçon très dangereuse pendant des heures tardives. Ça m'a beaucoup... Ça m'a fait très mal. Ça m'a vraiment très mal. Et ça m'a aussi fait peur. Parce que c'est une tronçon que moi j'emprunte souvent. Parce que moi je fais des reportages tardivement pendant la nuit. C'est là où je passe souvent dans des heures tardives. D'ailleurs, dernièrement je passais par là vers 0 heure. On pourra aussi être poursuivi par des criminels dans cette tronçon-là. Donc nous recommandons aux autorités, surtout au ministère de l'Intérieur, que ces tronçons-là soient un peu sécurisés. Non, on ne peut pas connaître des crimes, hein, des attaques, des koulouna, des criminels. Et c'est pourquoi ce genre d'histoire refait surface pendant que nous attendons que Isaac Kaba et l'un de ses amis ont été libérés par un major, une autorité, un haut cadre de la justice militaire. L'argent, il avait reçu $500 et puis il les a laissés partir. On a appris que ce major a été arrêté et puis condamné. Là, c'est bon, mais c'est pas bien. C'est pas bien que cette tronçon-là soit vraiment... Que ça soit d'abord éclairé parce qu'il c'est noir quand vous passez pendant la nuit. Il n'y a pas de l'éclairage. C'est un endroit où les gens commencent déjà comme un journaliste soit mort dans ces circonstances pareilles. C'est méchant, ce n'est pas bien protégé le paisible citoyen. C'est pourquoi nous sommes venus vraiment taper un peu du coup, dire un peu des histoires là-dessus, pour réveiller nos autorités, que ce soit nos autorités militaires de Kankokolo, pourquoi pas au ministère des Affaires, du ministère de l'Intérieur, pourquoi pas de l'urbanisme et du transport. Vous pouvez un peu voir comment vous pouvez éclairer, sécuriser cet endroit-là. Ce n'est pas un endroit où les gens vont commencer à être tués facilement. Ce n'est pas une couloir de la mort. Ce n'est pas un couloir de la mort, mais du moins que les gens soient sécurisés. En tout cas, c'est par ici que je mets fin à mon intervention d'aujourd'hui. Je pense que nous allons revenir avec de plus amples détails sur la mort de notre sœur Jemima Moguo et pourquoi pas sur les enquêtes de la mort de notre sœur Pamela Okula en Belgique. Mais du moins, nous insistons vraiment sur la mort de notre sœur Jemima, la journaliste. C'est pénible. Il a laissé sa maman, vous avez vu, je vais vous montrer les images, sa maman était inconsolable, ses soeurs, ses cousins, ses amis inconsolables. Ce n'est pas bien, nous devrions nécessairement faire quelque chose pour sécuriser d'abord tous les citoyens. Je ne dis pas que les journalistes, tout le monde doit être sécurisé. Ces tronçons-là entre Kankokolo, tout ça doit être sécurisé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous le disons par connaissance des causes. Donc merci, restez connectés, branchés. Écrivez-nous si vous avez des suggestions. Appelez-nous si vous avez des suggestions. Si j'ai peut-être mal parlé ou touché quelques points qui ne vous a pas plu, veuillez me les faire parvenir. Nous ne cesserons pas de venir corriger et
d'élaguer certains malentendus pour rester toujours en communauté. C'est que nous voudrions que l'Afrique soit unie, que nos dirigeants soient vraiment responsables et qu'ils puissent poser des actes responsables pour la sécurité et pour le bien-être de tout un peuple. TV, matete toujours yaya idingwe. Aïe, les mamans t'étaient ma voisin, bon s'abonner à ma voisine massivement. Allez, ok, Dobika place, abonnez-vous, Dobika.